par l'intermédiaire de Geneviève, donc, qui a bien voulu me convier. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce soir. Je me présente, donc je suis Paul Nevsky, franco-américain, j'habite à la Nouvelle-Orléans. Et j'aimerais vous parler, si vous le permettez, de ce que je fais depuis, entre autres, depuis 1993, avec le rachat d'une vieille plantation créole, qui était une plantation en ruine, que nous avons rachetée avec un groupe de partenaires. Une plantation que nous avons rachetée, que nous avons restaurée. Et puis j'aimerais vous parler aussi du projet de recherche qui s'est agencé autour de ce projet de rachat, qui a découlé sur des séminaires, sur des visites guidées, des rencontres avec des écrivains, des universitaires. Voilà ce que je fais entre autres à la Nouvelle-Orléans. Et donc à travers tout ça, je vais vous parler évidemment donc, de la plantation, de la famille qui vivait dans cette plantation. Vous avez entre autres un arbre généalogique qui va être, je pense, assez utile, parce qu'on va parler, je vais ouvrir une petite lucarne, en fait, dans cette grande maison qui a été construite en 1804. Je vais vous parler aussi du quartier français, le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Je vais vous parler du quartier du Trémé, dont certains peut-être ont déjà entendu parler. C'est le plus vieux quartier afro-américain de tous les États-Unis. Ça s'appelait au 19e siècle le Petit Paris Noir de la Nouvelle-Orléans. C'était là où, entre autres, imaginez-vous, l'aristocratie noire esclavagiste vivait, puisque en Louisiane, qui est quand même, qui a une histoire très différente, eh bien, en Louisiane, vous aviez des Noirs qui ont été esclavagistes. Alors, c'est l'histoire de cette différence que je vais un peu explorer avec vous. Je vais vous parler, bien sûr, du marquis de Lafayette, de ses liens avec la Louisiane, et je vais un petit peu parler de lui en essayant d'évoquer la manière dont il est perçu aujourd'hui aux États-Unis, qui n'est pas nécessairement la même manière dont il est perçu en France. Donc je vais revenir sur ça. Je vais éclaircir un peu les liens qu'il avait avec la Louisiane, qui était un pays qu'il connaissait très bien. Et puis je terminerai cette conférence par une petite anecdote personnelle qui va, je crois, étayer, qui va faire le lien avec tout ce que je vous ai dit avant. Voilà. Vous savez peut-être que... Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés en Louisiane, ici, parmi nous ce soir ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais écoutez, j'espère qu'après cette conférence, vous avez envie de venir nous voir. Il faut organiser un voyage. Voilà. Il faut organiser un voyage. En tout cas, je serais heureux, si vous voulez, de participer à l'élaboration de ce projet, n'est-ce pas, Geneviève ? Oui, il y a longtemps que nous avons ce projet. Voilà. Vous savez peut-être que la seule langue parlée dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans pendant 2 siècles, c'était bien sûr le français. Wow. Ceci jusqu'en 1916, quand la langue française a été interdite par décret, sous peine d'amende et voire même de prison. Donc c'était assez sérieux. Et l'ancienne population créole, celle qui était ici avant que les Américains arrivent, lors du rachat de la Louisiane par les États-Unis en 1803, eh bien ces créoles ont dû très très vite se mettre au pas et ont dû apprendre à parler l'anglais. Autrement, avant cette date, il fallait vraiment imaginer notre ville comme 2 villes au sein d'une, avec une rue qui s'appelle la rue Canal, qui est une grande artère, qui divisait la ville en 2, avec d'un côté de la rue Canal le Vieux Carré, où les créoles vivaient, où on ne parlait que le français, et de l'autre côté de la rue Canal, le quartier des banques, le quartier des affaires, là où les Américains s'étaient installés après le rachat de la Louisiane par les États-Unis en 1803. Quand je vous dis 2 villes au sein d'une, c'était vraiment le cas, avec 2 systèmes de mairie, 2 systèmes d'école et 2 populations qui ne se mélangeaient pratiquement pas. Après 1916, les choses commencent à changer, bien sûr. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien qu'on se comprenne, si c'est possible, quand je prononce le mot créole. Ça vient d'abord d'un mot portugais qui est criollo, C-R-I-O-2-L-O, qui veut dire première génération, qui est né ici sur le sol en Louisiane. Être créole chez nous, et spécialement à la Nouvelle-Orléans, ça ne veut rien dire quant à la couleur de votre peau. Vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir, vous pouvez être ce que l'on appelle un passé blanc et être considéré comme créole. Ça veut dire que vous êtes né en Louisiane, aux colonies, et que vous avez une ascendance française, espagnole ou allemande. Ça veut dire aussi que vous avez intégré dans votre patrimoine qui vient de l'Europe les cultures indiennes et africaines, que jusque dans les années 1916, vous ne parliez que le français, exactement celui qu'on parle en France, et que vous étiez élevé, dans la plupart des cas, dans la religion catholique. Mais bien sûr, on peut comprendre, et c'est ce qui s'est passé dans de très très nombreuses familles en Louisiane, c'est ce qui s'est passé dans la famille dont je vais vous parler pendant cette heure, quand on a des Indiens, des Africains et des Européens qui vivent, mais qui travaillent ensemble, dans des systèmes qui fonctionnent un peu en vase clos, comme les plantations de canne à sucre que l'on trouve de part et d'autre du Mississippi, eh bien vous pouvez tous facilement comprendre que, bien sûr, très souvent, le mélange de cultures puisse se transformer en un mélange des sangs.
Mais ce n'est rien qu'une conséquence, j'insiste bien sur ça, le fait d'être créole en Louisiane est quelque chose de plus culturel que de racial. Ça fait allusion à la langue qu'on parle, le français, à la religion que l'on pratique, on est catholique, et du mode de vie qui découle de tout ça. Pour vous dresser les grandes lignes, messieurs, dames, les créoles en Louisiane, chez nous, étaient autrefois très sensibles à la classe sociale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant 1803, le rachat de la Louisiane par les États-Unis, on pensait à vous en se demandant si vous étiez riche ou pauvre. C'était ça qui, clairement, divisait les gens. Ce sont les Américains qui amènent chez nous leur conscience de la race, de la couleur de la peau, et après 1803, on va moins penser aux gens en se demandant s'ils étaient riches ou pauvres, mais tout simplement s'ils étaient blancs ou noirs. Donc vous voyez deux compréhensions de la vie qui sont diamétralement opposées, et vous pouvez peut-être, j'espère, entrevoir avec moi le choc de culture, le mot n'est pas trop fort, qui va prendre place en 1803. Quand les Américains arrivent, ça fait un siècle et demi que les créoles s'étaient installés en Louisiane. Ça va prendre un bon siècle pour que ces deux communautés arrivent à vivre ensemble à peu près bien. Les Anglo-Américains qui arrivent en Louisiane en 1803, c'est qui? C'est très simple. Ce sont des fermiers, des banquiers, qui viennent majoritairement de la côte est des États-Unis. Ils affluent en Louisiane pour une raison, et spécialement à la Nouvelle-Orléans pour une raison, pour gagner de l'argent. Imaginez-vous qu'en 1803, la Nouvelle-Orléans, ce n'est plus le cas aujourd'hui et je le déplore sincèrement, était la ville la plus riche de tout le continent nord-américain, bien loin devant New York, qui était à l'époque une toute petite bourgade. Alors ces gens du Nord arrivent avec l'envie de gagner de l'argent, de faire fortune, ça peut se comprendre, mais très vite il va y avoir un problème au niveau de la cohabitation. Alors, notre histoire à nous, celle de la plantation qu'on a rachetée donc avec un groupe d'amis, elle remonte à plus de 60 ans, plus de 80 ans même. Je n'étais pas né, je n'étais pas encore né. Nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri, quand deux jeunes femmes, qui s'appelaient Daisy et Lolly, sont allées trouver leur mère. Leur mère s'appelait Laura. Laura, messieurs, dames, sur votre généalogie, regardez bien, elle se retrouve tout en bas au centre. Elle avait 19 ans dans ce médaillon. Mais en janvier 1936, elle en avait 72. Et ces deux filles vont la trouver un beau matin avec un livre à la main, un livre qu'elles viennent de finir de lire. Et ce livre, vous le connaissez toutes et tous, j'en suis persuadé. Ce livre s'appelait « Autant en emporte le vent ». Ces deux jeunes femmes savaient très bien que leur mère avait grandi sur une